Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Intercommunalité de France sur la réinstallation des instances intercommunales en 2026. Je suis Cécile Lacoste, responsable de la relation adhérent. J'en connais une partie d'entre vous et m'accompagne aujourd'hui de l'équipe d'Intercommunalité de France, Julie Cotel, qui est juriste chez Intercommunalité de France, et Simon, responsable institution et RH Intercommunalité de France. Voilà, donc tous les trois, Bonjour. on vous propose d'être ensemble donc de 13h30 à, comme vous avez pu le voir, 16h, on vous a proposé de rajouter une demi-heure à ce webinaire qui connaît un certain succès. En effet, nous sommes dans ce format, dans la première pierre de l'accompagnement qu'on vous propose spécifiquement jusqu'aux élections et dans les premiers mois après la bascule 2026. C'est-à-dire qu'Interco de France réserve pour ses adhérents plusieurs formats qui seront réunis sur une page web sur notre site dont je vous mettrai régulièrement le lien dans le chat. Et vous êtes aujourd'hui dans le premier point, on va dire, de cadrage juridique de toutes ces questions. On vous propose pour ce format une alternance entre des présentations qui seront réalisées par Julie Cotel, ici présente, merci Julie, et puis des prises de parole pour qu'on puisse échanger avec vous. Alors, l'enjeu, c'est que vous êtes aujourd'hui 800 inscrits, donc on est absolument ravis de votre mobilisation, mais vous vous en doutez, ça va demander des règles du jeu assez strictes. Donc, après chaque présentation, on vous proposera de lever la main pour certaines questions orales. On espère pouvoir répondre au maximum de vos questions. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions écrites. Alors, il ne s'agit pas de questions écrites dans le chat, on vous le laisse ouvert pour que vous discutiez entre vous, mais de questions écrites dans l'outil questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Ces questions, Simon les traitera et posera les plus posées, on va dire les plus prioritaires, pendant un temps qu'on aura d'échange avec lui. Donc, plutôt que de poser une question qui aurait déjà été posée, n'hésitez pas à voter pour une question. Ça la fait passer en haut de la liste et vous avez plus de chances qu'elle soit posée pendant nos échanges. Voilà. Pour rappel, puisque c'est une question qui est souvent posée, bien sûr, le PowerPoint qui est très complet vous sera diffusé par mail à partir du moment où vous êtes inscrit. Donc, même si vous nous quittez en avance, vous le recevrez. Et puis, comme il vous a été promis, nos échanges resteront confidentiels, on va dire. En revanche, les replays des présentations de Julie, eux, seront disponibles sur notre site. Donc, on vous enverra tout ça. Lundi, au maximum, vous aurez au moins le PowerPoint. Et puis, dans la semaine, vous aurez les replays. Pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, je crois avoir fait le tour des règles du jeu, on les rappellera. Julie, si tu veux bien me proposer le plan que tu vas suivre pendant ce webinaire, je Ouais. vais le parcourir rapidement avant de te laisser la parole sur la slide. On va donc aborder assez rapidement au départ, puisqu'il s'agit surtout d'un point de clarification, la période des affaires courantes entre les élections et la première séance du Conseil. Ensuite, Julie s'attaquera à la séance d'installation et à tout ce qui est notamment obligatoire à mettre à l'ordre du jour. En troisième partie, qu'on divisera en deux parce qu'elle est relativement conséquente, on verra les décisions à prendre dans les 6 premiers mois du mandat, à 3 mois et à 6 mois, et puis les autres décisions à prendre. Et enfin, on finira rapidement sur les échéances à anticiper jusqu'à la fin de l'année 2026. Voilà, l'ensemble des présentations sera terminé à 15h30 pour ceux qui doivent filer. Et puis, on se donnera une demi-heure de rab, pardonnez-moi l'expression, pour ceux qui peuvent rester jusqu'à 16h et qui ont encore des questions. Voilà, sans plus tarder, Julie, je te passe la main. Oui, et donc on va pouvoir commencer avec la première partie donc, qui est un peu plus courte que les autres, puisque c'est moins le cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, mais qui porte quand même sur la période des affaires courantes, donc entre les élections et la première séance du Conseil. Et donc on va simplement parcourir assez rapidement donc, la définition de cette notion d'affaires courantes et puis vous donner quelques exemples qui sont principalement issus de la jurisprudence. On peut repartir sur la détermination de la période des affaires courantes. Donc, vous avez eu le temps de bien en prendre connaissance, du coup, pendant ce petit laps de temps. Et aussi vous préciser donc que pendant cette période, on a aussi le maintien en fonction des membres du bureau, puisque, alors, si le mandat de conseiller communautaire va expirer lors de la proclamation des résultats, les membres du bureau vont poursuivre l'exercice de leurs fonctions après la séance d'installation, enfin, après les élections, et ce jusqu'à la séance d'installation de leur successeur qui interviendra au cours de la séance d'installation du conseil communautaire.
S'agissant de la notion d'affaires courantes, on n'a pas de définition, en tout cas dans la loi, de cette notion d'affaires courantes. Celle-ci a été précisée au fur et à mesure par la jurisprudence, et notamment vous avez un arrêt fondateur du Conseil d'État qui date de 1986 et qui vient nous apporter des éclairages sur ce que sont plutôt, pardon, les affaires courantes. Et donc, à gros traits, ce sont les affaires quotidiennes et continues de l'administration, ainsi que les affaires qui vont présenter un caractère d'urgence. Et pour des petits exemples, par exemple, en 1998, le Conseil d'État avait précisé que la notion d'affaires courantes n'est pas suffisante pour justifier l'adoption du budget primitif. Et ça, ça peut même être confirmé puisque s'agissant des syndicats de communes et des syndicats mixtes, on a même ici une mention expresse dans la loi qui prévoit que l'Assemblée délibérante, donc le conseil communautaire ou le conseil syndical, qui est soumis au régime de la gestion des affaires courantes, ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes pendant cette période. Et je vous ai également ajouté, vous pourrez éventuellement le parcourir un peu plus en détail au moment de l'envoi de la présentation détaillée, mais des exemples de jurisprudence, notamment en matière de marché public et de commande publique, puisque c'est là qu'on va trouver le plus de jurisprudence et donc de précision par le juge administratif sur ce qui peut être fait ou surtout ne pas être fait pendant cette petite période d'environ un mois et sur les pouvoirs respectifs, et notamment en fait toutes les décisions qui vont permettre d'assurer la continuité des services publics sans pour autant empiéter sur les décisions qui reviendront aux élus qui seront prochainement installés. Donc, je vous lis pas dans le détail l'ensemble de ces décisions, mais au moins vous les aurez et vous pourrez en prendre connaissance. Là, vous avez vraiment des exemples de marchés publics, là où le juge a prononcé l'illégalité des marchés qui avaient été adoptés pendant cette période. Oui, donc on Alors, va pouvoir aborder le cœur du sujet, en tout cas pour une grosse partie qui nous intéresse, sur la séance d'installation donc, du conseil communautaire. Et donc, comme je vous l'indiquais brièvement dans le cadre de la question des affaires courantes, le conseil communautaire, donc c'est la loi qui le prévoit, doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit. Et là, il faut faire attention, la date d'élection des maires et non pas la date des élections définitivement acquises des conseils municipaux. Donc, ce qui nous donne soit au plus tard le 17 avril si dans votre intercommunalité, l'ensemble des conseils municipaux sont élus au premier tour et donc que l'élection subséquente du maire de ces communes intervient entre le 20 et le 22 mars 2026. Oui, c'est ça. Par contre, s'il y a au moins une commune membre dont l'élection est acquise au second tour, dans ces cas-là, ça va vous reporter d'une semaine supplémentaire la date limite d'installation du conseil communautaire puisque l'élection dans cette ou ces communes interviendra donc le 22 mars. L'élection subséquente du maire devra intervenir dans ces communes toujours le 27 et le 29 mars. Et donc, si on prend le vendredi de la quatrième semaine qui suit entre le 27 et le 29 mars, on arrive au 24 avril. Donc, selon les réalités qui se présenteront à vous en mars 2026, vous pourrez déterminer en conséquence la date limite maximale pour la réunion d'installation du conseil communautaire. Bien sûr, si l'ensemble des conseillers communautaires sont connus, vous pouvez tout à fait réunir votre conseil avant ça. Sur ça, il n'y a pas de problème. S'agissant de la convocation à la séance d'installation, le délai est le délai habituel de droit commun, donc de 5 jours francs. On n'a pas de délai de convocation dérogatoire dans les intercommunalités. Si c'est le cas pour les communes où vous avez un délai spécifique de 3 jours, celui-ci n'est pas transposable aux intercommunalités, donc on reste sur le délai habituel de droit commun. Cette convocation, elle a lieu par le président sortant ou par un vice-président qui sera pris dans l'ordre des nominations, pardon, en cas d'absence ou d'empêchement du président sortant. Et j'insiste sur ce point puisqu'on a ici une distinction entre l'autorité qui est compétente pour convoquer, donc qui est bien le président sortant, et celle qui sera compétente pour présider le début de la séance jusqu'à l'installation du nouveau président, puisque la séance, et on reviendra dessus juste après, sera présidée au début en tout cas par le doyen d'âge des membres du conseil communautaire nouvellement installé. S'agissant de l'envoi, ce sont les mêmes choses qui s'appliquent que ce que vous avez l'habitude d'appliquer en ce moment. C'est un envoi dématérialisé par principe, sauf si un conseiller communautaire demande à le recevoir par écrit à son domicile ou à une autre adresse qu'il vous précise sur ce support papier. Et enfin, ce sont toujours les mêmes règles. La convocation doit être adressée avec une note de synthèse. Et ça, sur ce point, je n'ai pas détaillé le contenu de la note de synthèse, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais on a des notes juridiques sur notre site, éventuellement je vous les préciserai, qui vous précisent bien l'ensemble du contenu pour que la note de synthèse soit considérée comme légale par le juge administratif si jamais il y avait un problème.
S'agissant de l'ordre du jour de cette séance d'installation, donc vous avez un ordre du jour minimal obligatoire, qui est bien évidemment donc l'élection du président. Et sur ce point, il faut bien que la convocation mentionne spécialement l'élection du président pour ne pas être considérée comme irrégulière. Votre séance d'installation devra également porter sur la détermination de la composition de votre bureau. Et ensuite, il conviendra de procéder à l'élection subséquente des vice-présidents et des éventuels autres membres du bureau selon la composition qui aurait été définie juste avant. On va ensuite revenir et détailler ces éléments. Et vous avez la possibilité d'ajouter d'autres points à l'ordre du jour. Sur ce point, ça avait été confirmé dans une réponse ministérielle de la Direction générale des collectivités locales. Et par exemple, ça peut être le cas d'aborder justement les questions de délégation ou de désignation des représentants au sein des organismes extérieurs pour pouvoir avoir ces éléments déjà bien mis en place dès le début de la mandature, par exemple. Et on va détailler, ah oui, peut-être juste avant, c'était pour que vous l'ayez aussi en tête et au besoin sous la main, insister sur le caractère public de la séance d'installation avec la même règle qui s'applique que dans les autres séances du Conseil, la possibilité de demander un huis clos avec les conditions, donc soit sur demande de 5 membres ou du président, et dans ces cas-là, huis clos qui serait décidé à la majorité absolue des membres du Conseil. J'ai commencé à vous parler de la présidence de cette séance d'installation, puisque ici on a une petite règle spécifique au début, dans l'attente de l'élection du nouveau président. La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des membres du conseil communautaire, et ce jusqu'à l'élection du nouveau président. Une fois que celui-ci est élu, c'est lui qui prend ensuite la présidence de la séance d'installation du conseil pour dérouler donc, à partir de la détermination de la composition de votre bureau. Et peut-être insister sur un point, dans la mesure où cette séance d'installation du Conseil, elle va surtout comporter des opérations qui sont électorales, avec l'élection du président et des membres du bureau. Ces votes ont lieu euh, à scrutin secret, oui. Et des petites précisions jurisprudentielles, l'utilisation d'enveloppes, d'isoloirs durs n'est pas obligatoire. Et l'absence d'un tel matériel, le juge l'avait précisé, n'est pas par elle-même de nature à vicier la régularité du scrutin. Pour autant, l'absence de ce matériel ne doit pas avoir pour effet de mettre en évidence ou de contrôler le vote le sens du vote émis par les conseillers communautaires. Donc, il faut toujours que le caractère secret du scrutin puisse être maintenu et assuré au cours de ces opérations. Donc, on va pouvoir en venir au détail de cet ordre du jour obligatoire, et notamment donc, en premier l'élection du président. C'est un scrutin donc, secret, on vient de le dire. Uninominal à 3 tours, et donc à la majorité absolue des suffrages exprimés lors des 2 premiers tours, et puis ensuite à la majorité simple au 3e tour. Et en cas d'égalité des suffrages, si cette occasion devait se présenter, c'est le plus âgé qui sera déclaré élu président de l'intercommunalité. La jurisprudence est venue nous préciser dès 1984, et puis ça a été réaffirmé assez récemment, en 2021 et en 2024, qu'il n'y a pas de déclaration de candidature obligatoire. Donc voilà. Une fois le président élu, il va falloir que votre conseil délibère sur la composition du bureau. La composition du bureau, vous avez une certaine liberté dans la composition de celui-ci. Il y a quand même un petit cadre, la loi impose un minimum. Donc, vous avez forcément le président dans votre bureau. Il faut au moins un vice-président. Et vous avez aussi évidemment la possibilité de prévoir d'autres vice-présidents, pas un seul. Et aussi la possibilité de prévoir d'éventuels autres membres dont les modalités vont être explicitées. Là, je vous ai remis les règles qui vont encadrer le nombre de vice-présidents au sein de votre intercommunalité. Donc, le nombre de vice-présidents maximum va être encadré par la loi, puisque vous avez 20% de l'effectif, au maximum 20% de l'effectif total du conseil communautaire, et ce dans la limite de 15 vice-présidents, avec un petit supplément pour les métropoles, où ici le nombre maximal sera de 20. Bien sûr, si cette règle vous conduit à avoir moins de 4 vice-présidents au sein de votre intercommunalité, vous pouvez porter ce nombre à 4, donc avoir 4 vice-présidents. Et il y a une petite dérogation également qui, à la majorité des 2 tiers de votre conseil, vous permet d'avoir un nombre de vice-présidents qui correspondrait à 30% de l'effectif total du conseil, et toujours dans la limite par contre de 15 ou de 20 si on est dans une métropole.
S'agissant de la composition du bureau, donc vous délibérez dans un premier temps pour déterminer la composition de votre bureau et ensuite vous allez procéder dans un second temps à l'élection des membres du bureau. Il y a eu un petit doute sur le caractère exécutoire de la délibération qui fixe le nombre de vice-présidents, que celle-ci n'est pas transmise au service de la préfecture avant qu'il soit procédé à l'élection des autres membres du bureau. Et donc, il pouvait y avoir un doute sur les caractères exécutoires de celle-ci. Pour autant, ici, la jurisprudence est venue nous préciser que cette délibération étant adoptée, elle permet tout de même de pouvoir procéder à l'élection des membres du bureau de manière régulière et tout à fait valable. Julie, Si... Oui. pardon, je suis désolée, je te coupe. On a quelques demandes d'aller un tout petit peu moins vite. Ah, T'inquiète d'accord. pas. Et on est bon sur le timing, du coup, si. Ok, Voilà. Merci beaucoup. pardon. Pas de souci. Donc, sur le caractère exécutoire de la délibération, l'absence de transmission de celle-ci aux services préfectoraux dans les conditions que vous connaissez tous très bien, j'imagine, n'empêche pas de procéder de manière régulière et tout à fait valable à l'élection ensuite des membres du bureau au cours de la même séance, parce que de toute façon, vous devez le faire. Dans la mesure où celle-ci est régulièrement adoptée par votre conseil communautaire, vous allez pouvoir sereinement aborder la question de l'élection des membres du bureau ensuite. Et sur ce point, vous avez deux jugements de tribunaux administratifs qui sont venus le confirmer, ainsi qu'une réponse ministérielle des services de l'État. Si jamais il y a un doute juridique ou si vous voulez absolument vous sécuriser, le conseil qu'on peut vous préconiser, ce serait de télétransmettre cette délibération en cours de séance et de procéder à un affichage également. Et comme ça vous sécurise au maximum pour ensuite procéder régulièrement à l'élection de vos membres de votre bureau. Donc ça, c'était pour la question des vice-présidents au sein du bureau. Toutefois, votre bureau peut comporter d'autres membres, et ça, c'est une certaine souplesse. Le nombre n'est pas limité dans la loi, donc vous pouvez prévoir autant de membres que vous le souhaitez. Cette souplesse, elle est assez intéressante puisqu'elle peut vous permettre notamment d'associer l'ensemble des maires des communes membres si vous le souhaitez au sein du bureau. Ça peut être assez pratique ensuite pour la circulation de l'information, la prise de décision, la volonté d'associer les maires selon la gouvernance qui pourrait être décidée au sein de votre intercommunalité. Ça peut être également l'occasion, et je vous l'indiquais, de bénéficier de la compétence spécifique d'un DMU sur une thématique particulière au sein de votre intercommunalité. Ces postes peuvent être créés soit au cours de la séance d'installation, mais ils peuvent être également créés ultérieurement. Sur ça, il n'y a aucune difficulté. Et un point d'alerte en particulier, ces membres supplémentaires du bureau, donc au-delà du président et des vice-présidents, s'ils sont souvent appelés par moment conseillers délégués, attention, ils sont membres du bureau. Ils ne bénéficieront de la qualité véritablement de conseillers délégués que si le président ensuite décide de leur attribuer une délégation de fonction. Et ça, le conseil communautaire ne peut pas le faire. C'est bien une attribution propre du président. Donc, ils sont dans un premier temps élus en tant que membres supplémentaires du bureau. Et si jamais, et là, il y aura des conditions spécifiques à vérifier, mais qui seront abordées plus tard, le président leur accorde une délégation de fonction. Dans ce cas-là, ils auront véritablement cette fonction de conseiller délégué au sein du bureau. Donc, ça, c'est la petite nuance. Bien sûr, nous pourrons revenir dessus si jamais il y a des doutes ou des incompréhensions dans le cadre des questions-réponses. Mais il est important d'insister sur ce point. S'agissant de l'élection des membres du bureau, donc les vice-présidents et les éventuels autres membres que vous pourriez avoir, l'élection, c'est une élection qui a lieu sur scrutin secret. C'est un scrutin qui est uninominal et il a lieu à 3 tours. Avant, les modalités de scrutin des élections des autres membres du bureau et des vice-présidents reposaient sur une jurisprudence. Maintenant, c'est plus clair puisque depuis la loi portant création du statut d'élu local du 22 décembre dernier, l'article 5211-10, donc qui est relatif au bureau, prévoit expressément et explicitement que ceux-ci sont élus en application d'un scrutin secret uninominal et à 3 tours. Donc sur ça, il n'y a plus de doute et d'interprétation possible. Et comme pour le président, on n'a pas d'obligation de déclaration de candidature. Et un dernier point donc, qui devra avoir lieu au cours de votre séance d'installation, en tout cas à titre obligatoire et à minima, c'est la lecture de la charte de l'élu local. Donc cette charte, elle a vocation à rappeler les droits et les devoirs des élus donc, pendant l'exercice du mandat. Ce sont notamment des obligations déontologiques,
Et vous avez eu une petite évolution, et je vous l'ai mentionné, comme ça vous l'aurez bien en tête. La loi donc, du 22 décembre dernier qui porte création du statut de l'élu local a ajouté une petite mention dans cette charte que je vous ai reproduit ici. Cette charte, elle doit être lue immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des éventuels autres membres que vous auriez pu prévoir par le président. Et une copie de cette charte ainsi que des dispositions qui vont régir l'exercice du mandat des conseillers communautaires devront être remis aux conseillers communautaires par l'intercommunalité. Je vous propose de passer à la partie décision à prendre dans les 6 premiers mois du mandat qu'on va diviser en deux pour les échanges. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions dans cette première partie, qu'on a 30 minutes de bonus à la fin pour pouvoir poser des questions à l'oral. Julie, je te laisse la main pour cette troisième partie. Alors cette partie, ce sera la plus conséquente, la plus dense. Comme Cécile vous l'a indiqué, on va prévoir un temps d'échange pas tout à fait au milieu, mais en tout cas euh, entre deux parties. Et donc, la première partie, elle va porter sur les décisions à prendre dans les 3 et 6 premiers mois du mandat. Et puis, il y aura une seconde partie qui sera dédiée aux autres décisions à prendre. Vous n'avez pas trop de délai pour les prendre. Pour autant, ce sont des décisions importantes et qui vont régir le bon fonctionnement de votre intercommunalité tout au long de la prochaine mandature. C'est par exemple le cas, par exemple, de délégation de pouvoir. Vous n'avez pas de délai pour les prendre. Pour autant, il est pertinent de s'intéresser à cette question assez rapidement. Donc, sans plus tarder, les décisions qui sont à prendre dans les 3 premiers mois du mandat. On va avoir évidemment la grosse question des indemnités de fonction. On a eu des évolutions sur ce point dans la loi qui porte création du statut d'élu local donc du 22 décembre 2025. Donc dans tous les cas, s'agissant des indemnités de fonction des membres du conseil communautaire, celles-ci doivent être fixées par délibération de votre conseil et celles-ci vont intervenir et c'est assez proche finalement dans les 3 mois qui suivent l'installation de votre conseil communautaire. Donc c'est très rapide. Je vous ai inséré dans cette première slide aussi des conseils pratiques pour la rédaction de votre délibération, dont vous pouvez prendre connaissance pour les mentionner très brièvement. Viser les mandats et les fonctions qui vont vous donner lieu à indemnisation plutôt que d'adopter une délibération qui serait nominative, parce que si jamais vous avez en cours de mandat une cessation anticipée de mandat, une démission par exemple, et besoin de procéder au remplacement de l'élu la délibération nominative, il faut redélibérer, ce qui peut être assez lourd dans votre processus décisionnel. Et un autre petit conseil, c'était de viser les taux retenus plutôt que les montants. Comme ça, vous n'avez pas de nouveau à délibérer en cas d'évolution des taux qui impacteraient évidemment les montants que vous avez indiqués dans votre délibération. Donc ça, c'est plus des conseils pratiques, mais qui peuvent être utiles et qu'on peut oublier aussi. Donc au moins, vous les aurez inscrits et entendus une fois. S'agissant des indemnités de fonction, il y a une grosse question, c'est celle de la détermination de l'enveloppe indemnitaire globale, puisque le montant total des indemnités qui sont versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale. Et la loi vous précise ce qu'est cette enveloppe indemnitaire globale, puisqu'elle correspond à l'addition de l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président, ainsi que des indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de vice-président. Et là, sur ce point, on a une subtilité, enfin, une précision qui est apportée dans la loi. Et là, ça complexifie tout de suite la compréhension de cette notion, puisque le nombre de vice-présidents, donc c'est soit 20% de l'effectif du conseil communautaire et effectif du conseil communautaire qui est obtenu selon la répartition en cas d'absence d'accord local, ou alors le nombre existant de vice-présidents effectivement exercé si en réalité le nombre est inférieur. Ça peut être un petit peu complexe comme ça, mais tout est bien redétaillé ici, puisque l'effectif qui sert de base de calcul à l'enveloppe indemnitaire globale, ça correspond à la somme des sièges suivants. Donc, c'est le nombre de sièges qui est prévu dans le tableau de la loi. Et là, sur ce point, vous avez besoin de vous remémorer ce sur quoi vous avez dû délibérer, ou en tout cas ce sur quoi vous avez dû vous pencher il y a quelques mois, à savoir les répartitions des sièges au sein de votre conseil communautaire. Donc, il faut avoir en tête donc, le nombre de sièges prévus dans le tableau de la loi, et ça, c'est le nombre de sièges que la loi vous attribue en fonction de la strate démographique de votre intercommunalité. Ensuite, vous allez devoir prendre en compte le nombre de sièges de droit, donc c'est-à-dire les nombres de sièges que les communes se sont vues obligatoirement attribuer, parce que sinon elles n'en auraient pas eu dans le cadre de la répartition des sièges, et puis les 10% supplémentaires.
Une fois que vous avez déterminé cet effectif du conseil qui est donc enfin, qui peut être en tout cas artificiel dans certaines intercommunalités, vous allez appliquer 20% à cet effectif pour déterminer le nombre maximal de vice-présidences, toujours dans la limite de 15, pour ensuite calculer le montant de l'enveloppe indemnitaire globale. Et pour que tout soit, tout ça soit plus clair, parce que c'est pas évident, surtout quand on doit vous le mentionner assez brièvement à l'oral dans le cadre d'un webinaire, mais je vous ai reproduit un exemple qui est tiré de, de notre note juridique relative aux indemnités et qui vous précise bien comment calculer cette enveloppe indemnitaire globale et le nombre de vice-présidents à prendre en compte, notamment quand votre conseil communautaire est composé selon un accord local, puisque dans ce cas-là, vous avez un effectif différent à prendre que celui que vous avez vraiment. Donc, c'est pas peut-être bien revoir tout ça à tête reposée avant de s'y pencher. Mais une fois donc, votre enveloppe indemnitaire globale bien déterminée, vous allez pouvoir vous pencher à l'indemnité de fonction du président. Et c'est sur ce point-là, en tout cas, qu'il y a eu une évolution dans la loi du 22 décembre 2025, puisque désormais, l'indemnité de fonction du président, elle est de droit au maximum. Et donc, c'est uniquement s'il y a une délibération contraire de votre conseil communautaire pour prévoir un montant inférieur au plafond qui est prévu dans les textes que vous aurez une indemnité inférieure. Et par contre, sur ce point, il n'y a pas eu d'évolution, mais il y a toujours la possibilité de majorer de 40% l'indemnité de fonction du président, toujours dans le respect de ne pas dépasser le montant total des indemnités maximales euh, sur ce point. Ensuite, vous avez la question des indemnités de fonction des vice-présidents. Alors, premier élément, mais qui est très important, c'est que la perception d'indemnité de fonction, elle va être conditionnée à l'exercice effectif des fonctions de vice-président. Et donc, il faudra effectivement être titulaire d'une délégation de fonction pour pouvoir prétendre au versement d'une telle indemnisation. Et donc, être considéré comme justifiant l'exercice effectif d'une mission. Le montant des indemnités de fonction allouées au vice-président, il est librement déterminé dans la limite des taux, dans tous les cas qui sont prévus par la loi. Je vais vous les mettre juste ici. Donc là, vous les avez pour les communautés de communes, donc par strate, avec les montants qui vont bien. Vous les avez aussi pour les communautés d'agglomération. Je passe brièvement dessus parce que vous pourrez les retrouver dans le support qu'on vous enverra après le webinaire. Et vous les avez, je vous les ai remis aussi pour les communautés urbaines et les métropoles. Donc comme ça, vous pourrez avoir ces tableaux bien à jour. On va se pencher, oh, pardon, à la question des indemnités de fonction des conseillers communautaires délégués. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, on a déjà abordé cette question des conseillers communautaires délégués, puisque en plus des vice-présidents, dans votre bureau, vous allez pouvoir créer des postes supplémentaires de membres du bureau qui, dans certains cas, si le président le décide en tout cas, vont pouvoir être titulaires d'une délégation de fonction. Et dans ces cas-là, ces membres en particulier vont pouvoir prétendre à une indemnité, on va dire, spécifique, euh, sous réserve évidemment donc de l'exercice effectif de fonction, et donc d'être titulaire d'une délégation de fonction du président. Comme pour les vice-présidents, son montant est libre. Toutefois, attention, euh, il ne faut pas que le montant des indemnités, le montant total des indemnités maximales soit dépassé. Et une précision qui est importante aussi, lorsque l'intercommunalité compte moins de 100 000 habitants, l'indemnité de fonction des conseillers communautaires délégués n'est pas cumulable avec l'indemnité de simple conseiller communautaire qu'on va voir juste ensuite. Donc voilà. Alors attendez, je me rends compte que il y a que dans mon support, il y avait un élément de travail que j'avais oublié de supprimer. Pour la phrase, leur indemnisation est comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale, dans les CC et CA au moins, mais en fait, c'est dans toutes les intercommunalités. Je le mentionne à l'oral ici, c'est parce que au moment de vérifier si la loi n'avait pas évolué sur ce point, je vérifiais par catégorie d'intercommunalité et c'était pour avoir le suivi pour moi. Mais les indemnités de fonction des conseillers communautaires délégués est bien comprise. On corrigera dans l'envoi dans l'enveloppe indemnitaire globale
pour toutes les catégories d'intercommunalité. Je le note. Je prends en note également, on prendra une minute pour repasser le PowerPoint et puis les pièces jointes que vous nous proposez d'envoyer et que Julie cite, on vous les joindra bien évidemment à l'envoi du PowerPoint. Et enfin, la possibilité d'indemniser autres conseillers communautaires, c'est-à-dire les conseillers communautaires sans délégation. Et dans ces cas-là, juste à la présentation suivante, vous allez avoir un tableau récapitulatif euh, avec tous les éléments, à savoir est-ce que ces indemnités sont prises en compte ou pas dans l'enveloppe indemnitaire globale. Donc ça varie et c'est pour ça que je vous ai fait ce tableau en fonction de la catégorie d'intercommunalité et en fonction de la population de votre intercommunalité et aussi en fonction de la catégorie et de la population de votre intercommunalité, le montant individuel maximal varie. Mais vous retrouvez tout ça dans ce tableau avec des petites précisions. Et voilà, tout ça à regarder de nouveau aussi, à tête reposée après la présentation. L'idée ici, c'était plutôt d'avoir une présentation générale et puis ensuite vous irez chercher les informations qui vous vont bien et qui correspondent à votre situation. Mais au moins, vous les avez toutes dans ce document. Donc, un petit dernier élément s'agissant des indemnités de fonction en matière d'écrêtement et de modulation. Pour vous rappeler que vous avez un écrêtement qui va s'appliquer en cas de cumul de mandats. Je ne vous ai pas fixé la liste des mandats qui sont concernés parce qu'elle est assez longue, mais en tout cas, vous allez la retrouver dans la loi, donc à l'article 5211-12 du CGCT. Et dans ces cas-là, vous allez avoir donc un écrêtement qui va s'appliquer. Et également, alors de mémoire, c'était la loi engagement et proximité de 2019 qui avait introduit cette évolution, mais la possibilité de moduler les indemnités de fonction en fonction de la participation effective des conseillers aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Dans ces cas-là, si vous souhaitez prévoir une telle modulation, celle-ci, en tout cas les modalités, les conditions de cette modulation devront nécessairement être précisées dans votre règlement intérieur. Et en tout état de cause, vous avez quand même un cadre minimal qui est imposé par la loi, puisque la réduction des indemnités de fonction ne pourra pas dépasser la moitié de l'indemnité qui peut être allouée à l'intéressé. En tout cas, vous avez un levier qui auparavant n'existait pas. Et de mémoire, cette disposition du CGCT a été toilettée par la loi qui porte création du statut de l'élu local du 22 décembre 2025, puisque auparavant, la loi engagement et proximité de 2019 avait réservé cette possibilité uniquement aux intercos de plus de 50 000 habitants, là où le Conseil constitutionnel, s'agissant des communes donc, qui prévoyaient une disposition analogue, avait censuré ce seuil puisqu'il estimait qu'il ne reposait sur aucun fondement et qu'il y avait une discrimination, une rupture d'égalité entre les communes qui n'étaient pas fondées. Et donc, je crois de mémoire que désormais, ça a été toiletté avec la loi de décembre 2025 et donc désormais, euh, tout est bien corrigé et donc c'est possible pour l'ensemble des intercommunalités sans condition de seuil de population. Une autre décision qui va devoir intervenir de la part de votre conseil communautaire dans les premiers mois, dans les 3 mois suivant son installation, pour être plus précise, c'est la détermination des orientations et des crédits qui vont être ouverts pour la formation des conseillers communautaires. Sur ça, pas d'évolution particulière sur le principe même, en tout cas. Je ne suis pas allée dans le détail de la formation des conseillers communautaires parce que ce n'est pas non plus l'objet de ce webinaire qui porte sur vraiment les questions relatives à la réinstallation des conseils. C'était plus pour vous mentionner de ne pas oublier de délibérer sur ce point en particulier. Et puis aussi la désignation au sein des organismes extérieurs qui doit intervenir assez rapidement selon les organismes. Et je vous ai notamment abordé la question des syndicats mixtes fermés, puisque sur ce point, finalement, les règles relatives à l'installation de l'Assemblée délibérante d'un syndicat mixte fermé, ce sont les mêmes pour une intercommunalité. C'est à savoir donc vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection des maires et des présidents d'intercommunalités, des communes membres et des intercommunalités membres. Donc en fait, ça va reporter à partir de l'élection de vos présidents, votant la date limite d'installation de l'Assemblée délibérante du syndicat mixte fermé. Et donc en conséquence, il va falloir quand même que vous procédiez
à la désignation des représentants de votre intercommunalité au sein des syndicats mixtes fermés, pour que celui-ci ensuite se réunissent dans les délais qui sont les siens. S'agissant des représentants de l'intercommunalité au sein des syndicats mixtes fermés, je vous rappelle que vous avez la possibilité de désigner évidemment des conseillers communautaires, mais aussi, et ça peut être une certaine souplesse, des conseillers municipaux des communes membres. Et bien sûr, à défaut de désignation dans ce délai, donc dans ce délai, c'est-à-dire dans le délai imparti pour la date limite d'installation du conseil, non pas communautaire, mais de l'assemblée délibérante du syndicat mixte fermé, si vous n'avez pas désigné vos représentants, votre intercommunalité sera représentée de droit donc par le président si vous n'avez qu'un délégué, et par le président et le premier vice-président si vous avez plus d'un délégué qui vous représente au sein du syndicat. Il y a aussi, parce que ça peut concerner beaucoup d'entre vous, je l'imagine, la question du centre intercommunal d'action sociale. Dans ce cas-là, dans un délai maximum de 2 mois, vous allez devoir procéder à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du CIAS. Et puis, parce qu'on ne peut pas tout à fait être exhaustif. Ah, pardon. Oui. La personne en face de toi, donc. Parce que l'exhaustivité nécessiterait des minutes, voire des heures supplémentaires pour la tenue de ce webinaire. Je ne suis pas allée dans le détail de l'ensemble des structures dans lesquelles vous pouvez être représentés, mais j'ai essayé de vous en mentionner quelques-uns tout de même pour que vous les ayez en tête. Mais vous pouvez aussi avoir des représentants au sein d'EPIC, par exemple un office de tourisme. Vous pouvez aussi avoir des élus qui vont siéger, enfin qui vont représenter votre intercommunalité au sein d'associations, de SEM, de SPL, de GIP, de SIC. Voilà. Et donc il faudra, selon les règles qui les gouvernent, procéder à la désignation de vos représentants au sein de ces organismes extérieurs. Et avant de prévoir une petite session d'échange, d'autres décisions qui vont cette fois-ci devoir intervenir non plus dans les tout premiers mois, mais tout de même dans les 6 premiers mois, donc on reste quand même au début de la mandature 2026-2032, puisque vous avez une nouveauté encore de la loi du 22 décembre 2025 qui porte création du statut de l'élu local, dans la mesure où celle-ci a introduit une nouveauté qui prévoit que tout membre du conseil communautaire va pouvoir suivre au cours des 6 premiers mois de son mandat une session d'information sur les fonctions d'élu local. La loi prévoit un contenu minimal puisqu'elle vous indique que cette session, elle comporte un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux et une présentation détaillée des principaux droits et obligations, notamment déontologiques, qui vont être applicables aux élus locaux selon la catégorie d'intercommunalité qui va bien dans chacune de vos intercommunalités. Peut-être un peu de précision sur cette session d'information puisque c'est nouveau, dans la mesure où le contenu est assez libre, comme vous avez pu le voir à l'instant. On pourrait envisager qu'il soit tout à fait élargi, par exemple à l'appropriation du contexte dans lequel les élus seront amenés à exercer leur mandat. En échangeant assez brièvement avec certaines intercommunalités à ce propos, certaines nous ont fait remonter plutôt là, c'est des éléments pratiques pour vous, mais certaines envisagent éventuellement d'élargir le contenu de cette session d'information en prévoyant qu'elle porte éventuellement sur le fonctionnement de l'intercommunalité, les grands principes qui régissent les services publics, les compétences et comment ça fonctionne, la répartition des compétences entre les communes membres et l'intercommunalité, la gestion du personnel, le budget local, enfin tout ce qui concerne votre intercommunalité ou qui concerne plus largement le mandat d'élu local pour pouvoir justement acculturer vos élus, nouveaux ou pas d'ailleurs, aux grands droits et obligations qui vont un peu régir et les animer pendant toute la mandature. Toujours dans la mesure où cette session d'information elle est assez souple, rien n'empêche que les conseillers municipaux des communes membres soient également associés à la session d'information qui serait réalisée au niveau intercommunal. Et certains d'entre vous nous ont même fait remonter qu'ils envisageaient une mutualisation de cette session d'information au niveau de l'intercommunalité. Notamment quand vous avez des toutes petites communes, ça peut être, parce que cette même obligation s'applique pour les conseillers municipaux, et donc certaines envisagent éventuellement une mutualisation au niveau de l'interco pour mutualiser les forces et les bonnes pratiques. Voilà.
Donc, pour revenir sur une question qui a été posée lors de la partie précédente, il y a l'obligation dans toutes les intercommunalités désormais d'avoir un règlement intérieur du conseil communautaire. Celui-ci doit nécessairement être approuvé dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil communautaire. Donc, ça nous rend en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, à peu près en octobre 2026 au plus tard pour l'approbation de votre nouveau règlement intérieur. Et sécurité juridique, mais application du règlement intérieur précédemment adopté jusqu'à l'établissement du nouveau règlement intérieur. Donc ça peut répondre à la question qui avait été posée auparavant. Votre règlement intérieur continue à s'appliquer jusqu'à l'adoption de celui-ci dans le délai de 6 mois. Par contre, c'est la contrainte obligation qui s'impose à vous. À gros traits, l'objet du règlement intérieur, c'est de prévoir le fonctionnement et les modalités d'organisation interne de votre conseil communautaire. Vous avez quand même un petit contenu obligatoire qui va être imposé euh, ici et là dans la loi. Donc, il faut aller rechercher à chaque fois les bonnes références pour savoir ce que doit prévoir obligatoirement le règlement intérieur. Mais à minima, celles que j'ai pu recenser et qui sont assez quand même importantes, c'est les conditions dans lesquelles vont devoir se dérouler le débat d'orientation budgétaire, l'organisation des groupes d'élus et les modalités d'expression de l'opposition, donc dans les tribunes de l'opposition, dès lors que vous avez des publications qui sont diffusées, votre règlement intérieur doit prévoir les modalités dans lesquelles l'opposition peut s'exprimer, enfin, dans lesquelles l'opposition va s'exprimer plutôt. Aussi, l'obligation de prévoir les modalités de consultation des projets de contrat ou de marché ainsi que leurs pièces, dès lors que vous avez une délibération qui porte sur un contrat de service public. Et enfin, un autre contenu obligatoire que j'ai pu recenser, c'est la fréquence et les règles de présentation ainsi que l'examen des questions orales. Voilà. Après, bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité de prévoir d'autres éléments dans votre règlement intérieur et c'est très souvent ce qu'il comporte. Bien évidemment, les modalités de tenue des séances du conseil communautaire, l'accès au public, la police de l'Assemblée, la présidence, secrétariat, quorum, voilà ce qu'on voit habituellement, les modalités d'organisation des débats. Éventuellement, vous pouvez prévoir, et ça peut être intéressant, l'organisation des commissions, la présentation des commissions obligatoires, celles que vous décidez de créer de manière facultative et volontaire, quels sont leurs rôles, quelle va être leur composition, ainsi que leur fonctionnement. Comme ça, vous avez un document qui récapitule tout et que vous avez, enfin oui, que vous avez la possibilité d'avoir sous la main. Vous pouvez également prévoir le fonctionnement de votre bureau, sa composition, ses attributions, selon ce qui sera délégué ou pas par le conseil à l'exécutif. On va revenir dessus ensuite. Et puis ensuite, l'organisation et puis la tenue de ces réunions. On le mentionnait tout à l'heure, si jamais le souhait dans votre intercommunalité est éventuellement d'introduire la question de la modulation des indemnités de fonction des conseillers communautaires en fonction de leur participation effective, et bien dans ces cas-là, il faudra nécessairement le prévoir dans le règlement intérieur pour pouvoir que ça s'applique. Et enfin, les modalités de modification et d'application du règlement intérieur, puisque ça reste un acte administratif qui s'applique, qui va régir la vie de votre intercommunalité, en tout cas de votre conseil, pendant 6 ans. Un autre gros point à mentionner, c'est, je vais essayer d'aller assez vite pour pouvoir vous laisser le temps de réagir, de poser vos questions, mais il faut le mentionner parce que c'est très important, c'est le transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale. C'est toujours des grandes expressions très longues, mais j'imagine que vous êtes familier avec ça désormais, mais vous savez, vous avez des transferts, des pouvoirs de police administrative spéciale qui sont transférés de plein droit au président dans des domaines de compétences, sous réserve que l'intercommunalité exerce bien les compétences afférentes, attention. Donc, elles sont énumérées ici. Vous avez l'assainissement, les déchets, en matière de gens du voyage aussi, enfin, d'aire d'accueil et de terrain de passage, en matière de circulation et de stationnement, quand vous avez la compétence voirie, la publicité extérieure également, l'habitat aussi, si vous avez la compétence habitat. Et l'élection du président au moment de l'installation du conseil, elle est déterminante, puisque à chaque nouvelle élection du président, il y a de nouveau un transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale. Et petit aparté, là, effectivement, on réinstalle le conseil, donc on réélit un président. Si en cours de mandat, le président démissionne et que vous avez un nouveau président, cette question de transfert automatique des pouvoirs de police, elle s'appliquera aussi.
à ce moment-là. Donc ça, c'est bien à avoir en tête parce que c'est des éléments auxquels on ne pense pas ou qu'on n'anticipe pas. Et puis on y pense au dernier moment, alors que c'est quand même assez lourd et ça a ça entraîne des pouvoirs qui sont assez importants. Deux situations à distinguer selon que le président, donc qui est encore en fonction chez vous, exerçait ou non ses pouvoirs de police. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de les détailler précisément, mais si le prédécesseur, donc si le président actuel exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police, dans ces cas-là, le nouveau président qui sera élu va l'exercer dès son élection et le maire pourra s'opposer au transfert dans un délai de 6 mois. Pour toujours aller vite, à l'inverse, si le président actuel n'exerçait pas les pouvoirs, dans ces cas-là, le maire va toujours pouvoir s'opposer au transfert en notifiant son opposition au président. La slide suivante, c'est sur la manière dont le président va pouvoir renoncer à l'exercice de ses pouvoirs, selon qu'il y ait opposition ou pas. Je suis désolée, je vais un peu vite pour vous permettre de pouvoir poser vos questions. Cette slide-là, c'est parce que en matière de transfert de pouvoir de police spéciale de l'habitat, vous avez des dérogations spécifiques qui s'appliquent. Je suis désolée, le cadre législatif est assez lourd et prévoit toujours des dérogations, mais en tout cas, vous les avez ici si jamais vous avez besoin de vous y replonger, avec des modalités d'opposition et de renonciation qui sont un peu spécifiques en matière d'habitat. Et enfin, le transfert, au-delà du transfert automatique des pouvoirs de police qui ont été mentionnés, vous avez des transferts volontaires dans les domaines qui sont listés ici. Donc la sécurité des manifestations culturelles et sportives, la DECI, les déchets sauvages et l'accès et la circulation dans les espaces naturels et protégés. Et dans ces cas-là, ces transferts sont volontaires et donc ils interviennent uniquement après accord de tous les maires et du président par arrêté du représentant de l'État. Et donc, sans plus tarder, donc on continue et avec une grosse partie quand même les délégations. Et premièrement, les délégations de pouvoir ou délégations d'attribution, délégations de compétences selon les appellations préférées. Euh, un rappel très très basique, mais les délégations de pouvoir, ça permet d'assurer la bonne marche des affaires de l'intercommunalité et l'efficacité de la prise de décision selon les délégations qui sont consenties par votre conseil à l'exécutif. Euh, et euh, un rappel aussi qui est assez important, c'est que dès lors que votre nouveau conseil sera installé, les délégations de pouvoir qui auraient été consenties par le précédent conseil, donc au cours de la mandature en cours, deviennent caduques. Et donc, si vous voulez continuer à bien prévoir vos décisions et notamment déléguer des attributions du conseil à l'exécutif, il va falloir redélibérer. On n'a pas de délai prévu par la loi, puisque là, c'est une liberté d'organisation, on va dire, de l'intercommunalité. Pour autant, bah, si vous voulez aller assez vite et être efficace dans les prises de décision, euh, il convient de délibérer dans les premières semaines de la réinstallation du nouveau conseiller communautaire. Ici, vous avez la liste des destinataires potentiels des délégations de pouvoir du conseil communautaire, donc le bureau dans son ensemble, évidemment, le président. Et selon la rédaction de la loi, les vice-présidents qui, au préalable, seraient titulaires d'une délégation de fonction du président, en tout cas selon la rédaction de la loi, peuvent être titulaires d'une délégation de pouvoir du conseil communautaire. Attention, et je vous l'ai mis en italique ici, la Direction générale des collectivités locales retient une interprétation un peu plus restrictive et considère qu'aucune délégation de pouvoir ne peut être directement accordée par le conseil au vice-président. Ça, c'était une réponse ministérielle de 2015 et depuis, moi, j'ai pas revu de précision sur ce point, ni même en fait de jurisprudence qui serait venue infirmer ou confirmer cette position ministérielle. Donc voilà, mais en tout cas, point d'alerte et méfiance sur ce sujet en particulier. Les délégations de pouvoir dans l'intercommunalité, elle est différente de celle des conseils municipaux, qui peut servir de point de repère pour beaucoup d'entre nous, dans la mesure où le principe il est inversé. Pour les communes et pour les conseils municipaux, vous avez une liste limitative de matières qui vont pouvoir être déléguées par le conseil à l'exécutif communal, là où pour l'intercommunalité, c'est l'inverse. Vous avez une liste de matières qui ne peuvent pas être déléguées, et ensuite charge au conseil communautaire de déterminer les matières en dehors de celle-ci, qu'il souhaite déléguer à l'exécutif. Et c'est uniquement ce principe qui s'applique.
Donc là, ça date d'un avis du Conseil d'État de 2003, dont je vous ai reproduit les références. Mais malgré cela, il faut être précis. Oui, oui, et on en revient, enfin, j'en reviens juste après. Donc ça, c'est la liste des matières qu'il est interdit pour le Conseil de déléguer à l'exécutif. Et cette liste de matières a également été complétée et ou précisée par le juge administratif au fur et à mesure depuis quelques années. Et notamment, vous avez en plus l'attribution de fonds de concours. Alors, je reviens un petit peu en avant, mais par exemple, tout ce qui est relatif au budget, le vote du budget, la fixation des taux et des tarifs, ça peut pas être délégué. L'approbation du compte financier unique, des dispositions à caractère budgétaire prises par l'Interco après une mise en demeure, aussi tout ce qui est relatif à la délégation de la gestion d'un service public, voilà, tout ce qui est assez structurant pour l'intercommunalité, et avec des précisions dans la jurisprudence, par exemple l'attribution de fonds concours, la création et la suppression d'emplois. Et là, le juge motive cette décision en considérant que ces décisions, elles ont nécessairement une conséquence budgétaire, et donc seul le conseil communautaire peut se prononcer sur ce point, et il en va de même pour l'adoption du régime indemnitaire des agents territoriaux. Et là, c'est plus des conseils pratiques qui peuvent vous être utiles pour la rédaction de votre délibération, mais pour déterminer la liste des matières qui sont susceptibles d'être déléguées par le conseil communautaire à l'exécutif, vous pouvez bien sûr vous inspirer de la liste du conseil municipal, la liste des matières que le conseil municipal peut déléguer à l'exécutif communal, sous réserve bien sûr d'exclure les matières qu'il est interdit pour le conseil communautaire de déléguer à l'exécutif intercommunal. Rechercher en complément les délégations qui auraient pu être utiles au cours de la mandature actuelle. Et attention, il faut que votre rédaction, elle soit précise. Vous ne pouvez pas avoir une délibération qui, par exemple, indiquerait que le conseil communautaire délègue l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la liste des matières qui sont prévues par la loi. Si le juge va considérer que la délégation elle est trop peu imprécise, et donc il l'annulera. Ça, sur ce point, il n'y a pas de difficulté. Donc, quand même, prévoir précisément les matières que vous déléguez. À partir de ces délégations de pouvoir, donc du conseil et l'exécutif, enfin, ou à partir, ou pas que d'ailleurs, il y a l'autre question des délégations de fonctions. Donc, cette fois-ci, les délégations que le président va consentir au vice-président, et éventuellement, si tous les vice-présidents sont eux-mêmes titulaires d'une délégation de fonction, il peut accorder une délégation de fonction à d'autres membres du bureau. Et c'est là que nos conseillers délégués, que l'on a mentionné une fois ou deux depuis le début du webinaire, vont véritablement être investis de leur fonction de conseiller délégué. C'est uniquement à ce moment, à partir du moment où le président leur attribue une délégation de fonction, qu'ils seront considérés comme conseillers délégués, membres du bureau. Ils peuvent tout à fait rester membres du bureau sans délégation de fonction, mais dans ce cas-là, ils ne seront pas conseillers délégués. Voilà. Et donc, après, précision sur la portée et l'étendue des délégations de fonction, et éventuellement aussi préciser dans l'arrêté de délégation de fonction du président ou vice-président que cette délégation vaut également délégation de signature ou l'inverse. La loi ne le précise pas, donc il peut tout à fait être pertinent de le mentionner dès l'arrêté de délégation pour lever tout doute et toute difficulté à venir. Donc c'est un arrêté évidemment nominatif, et là vous avez les conditions de forme et les conditions de fond qu'il convient de respecter pour que tout soit régulier et valable au sein de l'intercommunalité. Et on ne peut pas aborder la question des délégations sans mentionner celle des délégations de signature, qui intervient également par arrêté nominatif du président. La délégation de signature, elle vise ici donc notamment le personnel administratif de l'intercommunalité avec la liste exhaustive, limitative. C'est le DGS, le DGST, des DGA et des responsables de service. Et la délégation de signature, également porter sur des matières qui ont été déléguées au président par le conseil. On réserve qu'évidemment le conseil n'en ait pas décidé autrement dans sa délibération qui porte délégation au président. Et là, pour être utile pour vous, un petit tableau récapitulatif des délégations avec la précision sur qui délègue, qui peut être délégataire, l'étendue de ces délégations, les modalités d'adoption, leurs effets, et enfin la contrepartie.
Est-ce que le délégant demeure responsable ou non, ou est-ce qu'il doit rendre compte, etc., selon les trois catégories de délégation. Sur ce point, on va pouvoir aller vite. La volonté ici, je savais que j'aurais pas forcément le temps d'aborder la question des commissions obligatoires. Je voulais à minima vous donner la liste des commissions obligatoires qu'il faut instituer ou que vous devez avoir dans votre intercommunalité. Euh, à chaque fois, pour chacune des commissions, j'ai rappelé grosso modo l'objet de chacune de ces commissions et leur composition. Vous avez bien entendu, si vous êtes à fiscalité professionnelle unique, la CLECT, qui a un rôle assez important puisqu'elle va être chargée d'évaluer les transferts de charges et lorsque vous avez des transferts de compétences, des modifications de périmètre de compétences, avec une grosse précision sur la composition de la CLECT, puisque si c'est le conseil communautaire qui précise les modalités de composition de celle-ci, ce sont uniquement des conseillers municipaux qui siègent au sein de la CLEC et donc ce sont uniquement les communes qui sont chargées de désigner leurs représentants. C'est ce que je vous mentionne ici. Et donc l'élection, elle a lieu au sein de chacun des conseils municipaux. Après des précisions, un rappel sur l'obligation de créer évidemment une commission d'appel d'offres à caractère permanent avec la composition, les modalités d'élection et le rappel sur les modalités de dépôt des listes et puis ensuite une seconde délibération sur les élections. Je suis désolée, ça va très vite, c'est juste que je veux aussi vous donner du temps, mais vous avez tous les éléments et puis au besoin, je vous renverrai vers des documents complémentaires. La commission consultative des services publics locaux dans les intercodes de plus de 50 000 habitants, la commission de délégation de services publics, la commission intercommunale des impôts directs, qu'on oublie par moment, obligatoire dans les intercos qui sont en fiscalité professionnelle unique, et la commission intercommunale pour l'accessibilité dès lors que votre interco compte plus de 5 000 habitants et qu'elle est compétente en matière de transport ou d'aménagement d'espace, ce qui concerne beaucoup d'intercos. Voilà. La mention aussi de la possibilité, et là c'est éventuellement dans votre règlement intérieur qui le préciserait, de créer des commissions thématiques facultatives dans des grands domaines de compétences, par exemple les finances, les RH, l'économie, la cohésion sociale, l'environnement. Elles vont étudier ces questions-là. Possibilité de création tout au long du mandat, pas d'obligation de création au début, même si en pratique elles interviennent dès le début de la mandature, puisqu'elles vont régir la vie de votre intercommunalité. C'est soumis à l'appréciation locale. Et donc, évidemment, la possibilité, si selon le périmètre de votre intercommunalité ou selon les compétences, d'avoir des antennes locales de commissions thématiques, selon les réalités locales qui sont propres à chacun d'entre vous. Les modalités de présidence et puis la composition avec les conseillers communautaires. Et là, c'est important, mais pour la diffusion de l'information sur les politiques publiques menées par votre intercommunalité, la possibilité de prévoir la participation des conseillers municipaux. Donc ça peut être très utile aussi en termes de gouvernance institutionnelle de votre intercommunalité, mais c'est un outil supplémentaire qui est assez pertinent, et en tout cas selon les gouvernances que vous pourriez choisir pour la prochaine mandature. Donc voilà. Un petit rappel aussi sur la question du pluralisme, puisque la composition de vos commissions doit respecter le pluralisme pour certaines d'entre elles. Et donc vous avez des règles qui s'appliquent à cette occasion, qui mériteraient des développements assez intéressants. Mais malheureusement, on essaye d'aller assez vite. Mais vous avez les bonnes références avec les grands principes à respecter ici. Et le dernier élément à vous mentionner dans cette troisième partie, et qu'on oublie très souvent, c'est le récolement des archives. Et donc l'obligation de rédaction d'un récolement des archives annexé à un procès-verbal de décharge de l'ancien président et de prise en charge des archives de l'intercommunalité pour le nouveau président. Ce qui va permettre de formaliser la passation de responsabilité pour les archives de votre intercommunalité. Et sur ce point, une instruction très claire du service des archives de l'État de novembre 2025 que je vous transmettrai aussi, on oublie, et voilà. Donc les dernières échéances à anticiper jusqu'à la fin de cette nouvelle année 2026. Premièrement, le pacte de gouvernance. Il s'agit donc d'un exercice qui est facultatif. Pour autant, il y a quand même une obligation d'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire.
et ce, après chaque renouvellement. Et donc au moins un débat et une délibération sur la question ou pas d'élaborer un pacte de gouvernance. Si la décision est non, le sujet est clos. Si vous décidez d'adopter un pacte de gouvernance pour toutes les questions de gouvernance institutionnelle et notamment en lien avec vos communes membres au sein de votre intercommunalité, dans ces cas-là, la loi fixe quand même un petit cadre juridique puisqu'elle vous oblige d'adopter ce pacte de gouvernance dans le délai de 9 mois à compter du renouvellement général. Et petit élément à intégrer dans votre rétro-planning, si jamais le souhait est de s'engager dans l'adoption d'un pacte de gouvernance, les communes doivent disposer d'un délai de 2 mois à compter de la transmission du pacte de gouvernance par l'intercommunalité pour rendre un avis sur le projet de pacte, et tout ça dans le délai de 9 mois. Donc, si jamais on va adopter un pacte de gouvernance, même si on se dit qu'on a un peu de temps parce que c'est dans 9 mois, le temps de mettre en place toute cette gouvernance institutionnelle avec les communes membres, il ne s'agit de pas trop tarder non plus. S'agissant de son contenu, au pacte de gouvernance, il est tout à fait libre et le plus important pour vous, évidemment, laissé à l'appréciation locale de chacune de vos intercommunalités. Euh, En revanche, attention, selon le contenu que vous prévoyez, celui-ci peut avoir des effets de droit puisque vous l'adoptez par délibération et donc ça constitue, avec nos bons réflexes de juriste, un acte administratif opposable. Et donc, si vous prévoyez éventuellement certaines règles supplémentaires, celles-ci pourraient être ensuite revendiquées. Euh, et sur le contenu, même si celui-ci est libre, la loi vous donne des indications sur ce qu'il peut prévoir. Évidemment, bien sûr, vous pouvez décider de reprendre ces éléments, d'en ajouter d'autres. Sur ce point, vous êtes tout à fait libre. Mais là, vous avez en tout cas le contenu qui est prévu par la loi. Et donc, par exemple, ça peut être les conditions dans lesquelles le bureau peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur un sujet communautaire ou les conditions dans lesquelles votre intercommunalité peut décider de confier à une commune une prestation de service par convention de gestion, par exemple. Et vous pouvez aussi tout à fait prévoir d'autres éléments. Cette liste, elle est pas du tout, elle est indicative et absolument pas exhaustive. Pour répondre à la question de tout à l'heure, la conférence des maires. Donc, la conférence des maires, elle sera obligatoire dans les intercommunalités uniquement si le bureau ne comprend pas l'ensemble des maires des communes membres. Si le bureau comprend l'ensemble des maires des communes membres, soit vous décidez de ne pas créer de conférence des maires, ou soit vous décidez de créer un outil de gouvernance supplémentaire, donc une conférence des maires, avec des attributions différentes, par exemple des réunions d'information mensuelles pour que tous les maires soient au courant des projets en cours de l'intercommunalité. Mais en tout cas, elle sera uniquement obligatoire si votre bureau ne comprend pas l'ensemble des maires des communes membres. Voilà. Et sinon, ce que je vous indiquais, la conférence des maires peut constituer un outil de gouvernance supplémentaire. Vous avez ensuite les autorités compétentes pour décider de réunir cette conférence. Et surtout, en fonction des remontées que nous avons pu avoir des intercommunalités au cours de cette mandature, les différents objets de la conférence des maires, certains en font un lieu d'information des maires sur les grands projets de l'intercommunalité, là où d'autres décident d'en faire un lieu de débat sur les grands projets, ou même un lieu de débat sur les prochaines délibérations. Donc là, vous êtes aussi assez libre dans les modalités de fonctionnement de cette conférence en fonction de ce que vous voulez en faire et dont l'objet, pas la composition, mais en tout cas le fonctionnement peut être précisé par votre pacte de gouvernance, par exemple. Et dans la mesure où si la conférence des maires désormais est prévue par la loi, vous avez aussi la possibilité de prévoir des conférences territoriales des maires et ce, selon des périmètres géographiques ou même des périmètres de compétences. Par exemple, là, comme on sort en fait du cadre législatif imposé par la loi, décider d'associer des adjoints sur des domaines de compétences qui restent partagés avec vos communes membres, ou décider d'associer d'autres conseillers municipaux qui ont bah, des compétences particulières. En fait, par exemple, dans la mesure où ce sont des outils de gouvernance supplémentaires, vous pouvez même avoir des conférences territoriales avec les communes membres et éventuellement l'association d'agents carrément. Dans ces cas-là, les périmètres et les modalités de fonctionnement peuvent être arrêtés, hein, c'est une possibilité dans votre pacte de gouvernance. Vous pouvez avoir une délibération ad hoc et les modalités de fonctionnement sont sur ce point tout à fait librement déterminées. Et c'est la dernière partie de ce webinaire, en tout cas sur le plan de la présentation qui vous est diffusée.
une autre échéance à anticiper, en tout cas quelque chose à avoir en tête pour les intercommunalités qui seraient concernées. Après chaque renouvellement général des conseils communautaires, le président va devoir inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire un débat et une délibération sur les conditions et les modalités de consultation du conseil de développement et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évolution des politiques de l'intercommunalité. Donc évidemment dans les intercommunalités où il est effectivement obligatoire de créer un conseil de développement. Ce sont donc les intercos de plus de 50 000 habitants. En dessous de 50 000 habitants, tout à fait loisible pour une intercommunalité décider de mettre en place un conseil de développement. Mais c'est pas une obligation, c'est propre à vous de décider ou pas. Et là, vous avez un petit rappel sur le rôle du conseil de développement et sur sa composition qui, ici, a vocation à associer des représentants du milieu économique, socio-culturel, éducatif, etc.